Les pilotes sont toujours les mêmes et le core group également. Et une grande partie du core group est là aujourd'hui pour vous présenter les work packages qui constituent ce projet ciblé X-Risk. Donc pour rappel, la fiche d'identité du PEPR dirigé Forest est la suivante. Donc c'est INRAE qui pilote ce PEPR Forest et INRAE a reçu une lettre de mission donc du MESRI et du SGPI en janvier 2022. D'ailleurs, je vois que la date n'est pas la bonne. Ce PEPR est copiloté par le CIRAD et le CNRS. L'opérateur, c'est l'ANR. Donc, il y a un certain nombre d'autres partenaires qu'on présentera un peu plus loin, parmi lesquels l'Université de Montpellier, l'Université de Lorraine, l'IRD, AgroParisTech, l'ONF, le CNPF et l'IGN. La durée de Forest est de 8 ans, donc on part sur 2024-2031. Le budget attribué à ce PEPR est de 40 millions d'euros et le financement, vous le savez, c'est dans le cadre du plan de relance, donc France 2030. Les objectifs de Forest sont multiples. Donc, tout d'abord, soutenir une recherche développant une approche systémique. Également contribuer à des connaissances opérationnelles et préparer des innovations clés. Structurer la recherche française et participer à la formation par la recherche. Et je mis deux petites photos sur le côté pour bien vous rappeler que les forêts tempérées et les forêts tropicales font partie, enfin les écosystèmes forestiers tempérés et tropicaux font partie du champ de recherche de Forest. Donc Forest s'articule de la façon suivante. Alors je ne vais pas revenir sur l'architecture globale, mais tout ça pour vous montrer comment se situe X-Risk dans cette architecture-là. Donc on le voit en bas dans les encadrés, dans l'encadré jaune. Donc il est comment dire, il fait partie un des cinq PC donc de Forest. Vous avez déjà probablement vu le PC4 qui a été présenté lundi, donc le Forest Hub. Il y a également RegiAdapt en PC1. Alors, ils ont peut-être changé les numéros, mais non, je ne sais pas trop. Il y a également Monitor et NumData. Et donc, X-Risk se situe bien à l'interface de ces cinq PC. Et puis, il est complètement structurant, bien sûr, pour Forest. Et comme le montrent les cercles que l'on voit sur le haut de l'écran, nous sommes plutôt rattachés au challenge 3, enfin au défi scientifique, pardon, 3, qui est promouvoir l'adaptation, la résilience et le potentiel d'adaptation des socio-écosystèmes forestiers. Donc rapidement, le contexte, donc vous l'avez déjà en tête, mais les aléas naturels représentent une des menaces principales pour les forêts dans le monde. Sous l'effet du changement climatique, on s'attend à ce que leur fréquence et leur intensité augmentent. En Europe, les principaux aléas naturels qui menacent les forêts sont tempêtes, incendies et scolytes, donc en termes de dommages. Ce dont on se rend compte également, c'est que, donc, en plus d'amplifier ces caractéristiques des aléas naturels, le changement climatique va aussi accentuer les interactions entre ces perturbations. Donc, par exemple, un accroissement de température du fait du changement climatique va conduire à un accroissement des sécheresses qui, elle-même, va conduire à un accroissement de la vulnérabilité, par exemple, aux attaques d'insectes et aux maladies. Donc, on a bien ici des interactions entre différents aléas d'ordre naturel. Et si on regarde un peu la littérature, on voit qu'il y a peu de travaux sur les risques multiples, mais que le peu de travaux qu'on trouve, en tout cas, ont une conclusion assez unanime. En général, les risques sont considérés séparément les uns des autres, ou alors quand il y en a plusieurs, ils sont considérés comme étant indépendants. Alors bien sûr, on part des aléas naturels en forêt, mais on a bien conscience que ces aléas naturels ont des conséquences sur d'autres systèmes de risques, hein, dans des domaines extrêmement variés, domaines qui sont ici représentés par des couleurs différentes, hein, sur la carte à droite. Donc par exemple, ces aléas naturels en forêt vont avoir des impacts sur la sphère économique. Ça va générer de la volatilité des prix du bois, de la variation dans les prix des autres sources d'énergie, etc. Ça va également avoir des effets sur la sphère sociale et sociétale, avec notamment des pertes d'approvisionnement en biens et services forestiers, des impacts sur l'homme et sur les biens, etc. Dans la sphère environnementale aussi, en termes de perte de biodiversité, de perte de carbone, de pollution de l'air, etc. Donc en fait, on se rend bien compte que l'ensemble de ces risques sont connectés et la façon dont ils vont interagir est extrêmement importante. Alors les risques multiples, bien sûr, c'est au cœur de la science, mais pas que. Donc là, on voulait juste vous montrer qu'effectivement, on en parle beaucoup également dans la presse.
Donc on retrouve la forêt de la Thèse de Buch, hein, qui continue de mourir 1 an après l'incendie. Donc là, on révèle bien une cascade d'événements qui va aller de la sécheresse à l'incendie jusqu'aux attaques de scolytes. On nous parle également de feux et d'insectes dans l'article du milieu, hein, sur les forêts françaises et allemandes qui en souffrent. Et enfin, on voit que dans la forêt en Grand Est, la sécheresse, scolytes et incendies ont également généré des dommages assez considérables au point que la forêt est devenue une source de CO2 plutôt qu'un stockage. Donc dans ce contexte-là, l'objectif de X-Risque, c'est le suivant. On se rend compte, bien sûr, que tout ça, ça va que l'existence de ces risques multiples vont remettre en cause la gestion forestière et les stratégies de gouvernance qui existent. Et donc l'objectif, c'est bien sûr de chercher à intégrer cette dimension risque multiple dans les problématiques sociétales et scientifiques qui sont liées à la gestion forestière. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à considérer systématiquement les interactions, les liens qu'il va y avoir entre différents types de risques, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, qui vont menacer les forêts et la gestion forestière. Et pour cela, on a bien sûr une nécessité d'une approche à la fois intégrée et interdisciplinaire. Alors, je prends le relais pour vous présenter le travail de co-construction que nous avons mené collectivement depuis le début de l'année 2023, avec une première phase d'un document de cadrage qui a été livré au MESRI en février-mars 2023. Et à partir de là, des consultations qui se sont organisées à l'occasion de nombreux webinaires présentant l'ensemble du projet, puis ensuite d'ateliers par Work Package, en suivant les 5 Work Packages de la structure initiale du projet. Et donc finalement, nous sommes retrouvés début de l'été 2023 avec sur la table 79 expressions d'intérêt qui ont bien montré l'intérêt de la communauté française pour les multirisques en forêt. Et de là à commencer avec les animateurs de World Package qui sont présents aujourd'hui et qui présenteront leur World Package ensuite, a commencé un travail de co-construction avec les propositions reçues au travers des expressions d'intérêt. Et ce qui nous a guidés, c'est finalement de faire un gros effort pour aller vers le multirisque. On est bien conscient qu'on est sur un sujet émergent, que beaucoup d'équipes ont encore des sujets de recherche qui sont assez monorisques et qui, par conséquent, nécessitent d'être accompagnés pour aller vers le multirisque. Donc, ça a été un peu un premier fil conducteur. Et le second, ça a été de structurer la communauté. Et je dois dire que cette phase de préparation du projet a déjà été un fort travail de structuration de la communauté. Je salue l'effort de tous pour essayer de formaliser leurs questions de recherche au travers de l'approche multirisque qui n'a pas été facile pour tous ceux qui, notamment, n'avaient pas abordé cette problématique avant. Donc, avec tout ce travail de co-construction, avec vos propositions et au travers de gros efforts faits par les animateurs de World Package, on est arrivé à embarquer beaucoup, 52 des 79 expressions d'intérêt, et finalement, avec celles qui ont pu être intégrées dans d'autres projets ciblés du PEPR Forest, il y a eu finalement relativement peu d'expressions d'intérêt qui n'ont pas pu être prises en compte et qui auront tout à fait l'opportunité, convocation à se présenter aux appels d'offres, à l'appel d'offres qui sera lancé dans l'année ou en fin d'année 2024. Je continue à faire rentrer des gens qui viennent participer. Donc, au final, on embarque à peu près une dizaine d'entités de recherche nationales, que ce soit évidemment des institutions de recherche, mais aussi des partenaires non académiques, des opérateurs et des porteurs d'enjeux dans le domaine forestier, que vous avez représentés ici, ce qui représente à peu près une trentaine d'UMR et d'unités de recherche qui font partie du projet ciblé a priori. Et 60 à 80 chercheurs, pour ceux qui sont jusqu'à présent identifiés, il y en aura sans doute beaucoup plus à terme. Pour un budget, donc, on vous l'a dit, je crois, de 5 millions d'euros, qui du coup représente plus de 4 millions d'euros pour la science, sachant qu'il y a quand même 20% de frais de gestion qui sont à sortir du budget total.
La durée, alors on a appris une mauvaise nouvelle hier vous le saviez, le projet devait durer 7 ans et finalement France 2030 étant à court de financement rabote un peu et par conséquent le PEPR Forest va ne plus avoir un budget de 50 millions d'euros mais seulement de 40 millions d'euros et du coup la décision du comité de direction a été de réduire sa durée à 6 ans mais une bonne nouvelle, le budget du projet ciblé sur les multirisques en forêt n'est pas changé, il reste à 5 millions d'euros. La durée est toujours longue et par conséquent, il est toujours utile de réserver une part du financement pour des actions futures de fin de projet qu'il serait difficile de prévoir 5 ou 6 ans avant, donc 500 000 euros qui sont à répartir en seconde partie de projet, ce qui représente au final pour la science 785 000 euros par WP, il y en a 5 en tout, on va les voir ensuite, sans compter le WP de coordination, soit à peu près 115 000 euros par WP et par an. Voilà la structure générale du projet ciblé sur les multirisques en forêt, ISRISC, avec, au-delà d'une tâche de coordination, 5 tâches, 5 WP. L'un qui chapeaute un peu l'ensemble des autres, qui est sur les concepts et les méthodes et les outils. Puis ensuite, une tâche de monitoring, mais plus spécifique au multirisque, qui la différencie du projet ciblé Monitor. Une tâche de modélisation, une tâche de sciences humaines et sociales dédiée à la perception des multirisques en forêt. Et toutes ces tâches, ces 4 tâches, convergent et alimentent, avec des allers-retours bien évidents, vers une tâche de solution et d'intégration avec une vision systémique des risques en forêt. Alors, la tâche WP0 est une tâche de coordination avec une composante assez classique de coordination, mais aussi un objectif, comme on est sur une communauté assez large, avec beaucoup de compétences, beaucoup de disciplines, très interdisciplinaires, et un sujet assez émergent, il y a un vrai besoin de continuer de structurer cette communauté au travers d'actions transversales qu'on a appelées des synergies scientifiques et opérationnelles, que l'on va détailler maintenant. Alors, la tâche de coordination, elle est finalement très classique, avec des rendez-vous réguliers, et surtout la préoccupation de créer des liens avec l'ensemble de la communauté scientifique et des parties prenantes de la forêt française sur la question des multirisques en forêt, et aussi en interne au PEPR avec les autres projets ciblés du PEPR, et en externe avec d'autres PEPR, comme le PEPR IRIMA, qui a un lien fort sur la thématique du risque. Le plus intéressant sans doute de ce WP0, c'est cette volonté qu'on a reprise du projet ciblé RégéAdapt PC1 qui nous a semblé tout à fait pertinent d'organiser les synergies opérationnelles et scientifiques à l'intérieur de ce projet en ayant une attention particulière sur les questions de mutualisation des données, des terrains sur lesquels mutualiser un certain nombre d'actions, mais aussi d'un point de vue scientifique sur des réflexions de stratégie de modélisation, par exemple, qu'on pourrait partager avec le PC1 RégéAdapt, ou des sorties qui pourraient être utiles au PC sur les Forest Hub. Évidemment, beaucoup de résultats sont attendus, des résultats qui auront vocation, des résultats scientifiques qui auront vocation à co-construire des solutions intégrées avec les parties prenantes. Hein, c'est des phénomènes d'aller-retour où finalement la connaissance scientifique va s'hybrider avec d'autres types de connaissances pour aboutir à des solutions qui répondent vraiment aux besoins sociétaux et des opérateurs forestiers. Donc, on va s'attacher au travers de cette tâche de communication et d'outreach, à organiser cela de la manière la plus participative possible, en utilisant les canaux généraux du PEPR Forest qui va mettre à disposition des actions de communication et un site web qu'on valorisera au maximum. Et puis, il y aura toute la valorisation technique et scientifique classique d'un projet comme celui-ci, mais avec aussi beaucoup d'animation interdisciplinaires et transversales sur les différents PC qui pourront se faire en commun avec les autres projets ciblés.
Voilà, je passe la main à Nicolas Eckart, qui est le porteur du WP1 qu'il va présenter. Merci Eric. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, tu vois la Ok, diapo? super. Bon, ben merci. Donc, effectivement, Eric et Marielle m'ont gentiment demandé de participer à l'animation de ce Work Package. Alors, je voudrais juste dire que je suis vraiment pas un spécialiste de la forêt et que de ce point de vue-là, c'est évidemment Eric qui sera aux manettes et avec les conseils de toutes les personnes impliquées. Voilà, ceci étant dit, c'est effectivement plutôt un work package qui est, on va dire, sur les concepts et la théorie du risque. Donc, en fait, on a divisé le travail en espèce de, on va disons, en 4 tâches et demie, donc 4 vraies tâches et puis une action transversale de discussion, d'animation avec comme objectif finalement d'arriver à stabiliser des méthodes et des approches pour traiter de la question des risques multiples en forêt. Donc, comme le multirisque, c'est encore quelque chose d'assez nouveau, pas forcément complètement défini, et ben l'idée, c'est vraiment d'arriver à aller tirer ce qui est au clair, ce qui peut exister un petit peu dans la littérature, au-delà même de la forêt, et de voir comment on peut l'adapter et l'implémenter, l'étendre même pour correspondre aux besoins des évaluations multirisques dans le domaine des sciences forestières. Je peux avancer. Ouais, merci. Donc la première tâche, justement, c'est vraiment finalement de travailler sur ces concepts de multirisque et d'aller jusqu'à la notion de mesure. Alors la mesure, c'est finalement en théorie du risque, c'est ce qui fait le lien entre la situation de risque, donc le fait typiquement qu'il y a des enjeux exposés, qu'il y a des aléas, et le fait qu'on ait besoin d'évaluer, de quantifier. Donc on a besoin d'une grandeur qui nous dise que c'est que ça. Et puis, donc, pour faire ça, on va essayer de regarder quels sont les outils existants, sachant notamment qu'en termes de mesures multirisques, dans la littérature, on n'est pas riche. Et puis, de se faire une idée des avantages et des inconvénients de ce qui existe et, si nécessaire, d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour développer des mesures multirisques qui peuvent correspondre aux besoins forestiers. Et puis voilà, de tester ça, juste de tester ça, donc voilà, dans le cas de systèmes un peu synthétiques ou modèles, voilà, qui permettent au moins déjà d'illustrer les développements théoriques, avec donc comme rendu ces développements et puis au moins une espèce de synthèse de l'existant. Voilà. La tâche 1-2, elle est destinée à rentrer finalement dans le concret, en allant cette fois-ci sur des vrais systèmes forestiers dans lesquels on testerait, on mettrait en pratique, on appliquerait les outils qui ont été finalement passés en revue et développés dans la tâche 1.1. Donc potentiellement, les potentialités d'application seraient assez vastes, mais pour faire concrètement des choses et pour finalement se convaincre de la valeur ajoutée et l'illustrer, pour possiblement aller plus loin dans le futur, on a choisi de se fixer sur 3 exemples concrets sur lesquels on avait des forces, on avait des expressions d'intérêt et puis on voit un vrai intérêt. Donc, une problématique liée aux forêts méditerranéennes, notamment menacées, mais pas que, hein, par les grands incendies. On est bien dans un cas de multirisque. Des forêts de montagne qui sont notamment soumises à des aléas gravitaires, qui ont elles-mêmes un rôle de protection. Et puis, il y a un système un peu plus complexe encore quelque part, centré sur la problématique des interactions entre les ongulés et les forêts, avec une problématique multirisque complexe et multiple qui inclut notamment des disséminations de maladies également par ces ongulés. Et finalement, dans les 3 cas, il s'agira de proposer des formalisations, des quantifications qui permettent d'avoir la meilleure idée possible de ces risques multiples. Donc, d'avoir des beaux résultats pour ces cas d'études et puis de proposer une méthodologie et peut-être encore plus générique pour le futur. Voilà. La 3e tâche, elle est spécifique sur la question des incertitudes multiples. Alors là, Denis est dans la salle, c'est lui qui va la mener.
Donc, je les laisserai compléter s'ils le souhaitent. Le point de départ, c'est que le risque et l'incertitude, c'est souvent mis à la fois associés dans des discussions ou au contraire séparés pour des questions de concept. Bon, notre objet ici, c'est pas tellement de faire des débats théoriques, mais néanmoins de prendre en compte vraiment à bras-le-corps cette question des incertitudes multiples dans le cas des problématiques de multirisque. Donc, en fournissant des cadres qui permettent de les évaluer, des cadres mathématiques éprouvés, et puis de les mettre en œuvre sur 2 cas d'études spécifiques. Un cas, on va dire, où les méthodes sont dites linéaires, qui permettent finalement de projeter les sources d'incertitude, notamment liées aux multiples cascades des scénarios climatiques dans un modèle de dynamique forestière. Et un cas avec des méthodes non linéaires qui est justement de regarder plus précisément encore la partition des incertitudes et les effets des différentes variables dans le fonctionnement d'un modèle de dynamique forestière. Et donc ça, c'est effectivement encore une fois destiné à proposer une méthodologie un peu générique et également à fournir des résultats précis, si possible novateurs, voilà, sur les cas d'études qu'on aura choisis. À noter qu'il y aura un lien avec la tâche 3.4 que présentera sans doute tout à l'heure Johannes, où il est prévu un travail d'intercomparaison de modèles forestiers. Et en fait, on envisage, si on a suffisamment de modèles candidats, d'inclure finalement cette couche-là, au moins dans la partie de l'analyse des projections, de regarder comment différents modèles de dynamique forestière peuvent ou ne pas contribuer à l'incertitude totale sur des projections de systèmes forestiers. Je ne sais pas, Denis, si tu voulais rajouter quelque chose, est-ce que tu étais là? Ouais, salut, je suis là. Non, non, c'est très bien. J'ai rien à ajouter. Voilà. Bon. Ouais, parfait. Et la tâche 4, donc une tâche finalement qui est destinée à finalement aider le partage de vocabulaire et la diffusion des connaissances et des savoirs entre les communautés. Donc une tâche un peu de thésaurus, d'analyse sémantique, mais également d'analyse finalement d'articulation entre les données. Donc c'est aller quand même un peu plus loin que le glossaire, hein. C'est également aussi décrire comment finalement ce qui est appelé actif numérique, c'est-à-dire on va dire les bases de données, les modèles, etc., arrivent à communiquer ensemble, sachant qu'ils vont peut-être pour des choses qui se ressemblent ou qui sont les mêmes, utiliser parfois des terminologies et des nomenclatures différentes, quoi. Et donc là, il y a des liens avec le laboratoire Numdata, je ne sais pas si on dit laboratoire ou voilà, mais et le Forest Hub pour finalement arriver à bien décrire dans le cas précis des multirisques comment se fait l'étiquetage des données et des codes, quoi. Oui, c'est le lien avec le projet ciblé 5 Numdata. Oui. D'accord. Voilà, et puis comme je le disais avant, une tâche d'animation transversale qui est destinée à réunir l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans le Work Package. Et on ne s'interdit pas au contraire d'inviter également des personnes qui sont plus largement dans les autres Work Packages, voire même au-delà dans le PEPR, pour discuter ensemble de la définition et de la mise en pratique des outils qu'on aura pu imaginer. Puisque, comme l'a dit au départ Eric, l'idée, c'est quand même bien de mettre à disposition au moins de l'ensemble du PC quelques outils qui pourraient aider à un peu mieux traiter cette question du multirisque. Voilà. Je crois que... T'as pas de micro, Eric. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer maintenant au WP2 et je passe la parole à Mireia. Merci Eric. Vous m'entendez? Très bien. Oui.
Et bonjour à toutes et tous. Du coup, je vous présente le Working Package 2 qui porte sur la surveillance des multirisques et l'analyse des processus de ces interactions. Et en fait, on part du constat qu'il n'y a pas de données multirisques qui soient systématisées, qui soient récoltées de façon systématisée en France. Et on voulait résoudre ça pour pouvoir analyser ces interactions entre les multirisques. Du coup, c'est un peu le but de cette Working Package. Et je vais vous présenter les trois axes de la façon qu'on a structuré les Working Packages, qui sont la surveillance, la vulnérabilité des arbres et des peuplements forestiers au risque multiple, et l'impact de ces risques multiples sur les écosystèmes forestiers. Mais en fait, oui, on commence par la tâche de surveillance en soi du multirisque et l'analyse des processus. Avec cette tâche, on a constaté qu'il y a un suivi systématisé de la mortalité et des dépérissements forestiers qui est fait par le DSF et l'inventaire forestier national, mais qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas une évaluation multirisque de multicausalité de ces mortalités. Donc, en premier lieu, on voulait définir un programme conjoint de surveillance multirisque. Et pour ça serait la sous-tâche première de cet axe de surveillance. Et on a voulu faire un groupe de travail fédérateur pour pouvoir définir ce programme de surveillance qui compléterait les réseaux qui sont déjà existants et qui mesurent différents aspects de différents aléas qui sont présents dans nos forêts. Et on a le but d'intégrer des expertises sur des risques abiotiques comme la sécheresse ou la fertilité des sols, et des risques biotiques comme des ravages forestiers ou des agents pathogènes. Et on a l'intention d'implémenter ce programme dans une espèce de proof de concept. Le deuxième sous-tâche de cet axe surveillance, c'est l'analyse des effets en cascade des aléas multiples dans les tropiques. Et les responsables de ces sous-tâches, c'est Thomas Ibanez de la unité AMAP de l'IRD. Et le but, c'est d'analyser les effets en cascade des aléas tels que la sécheresse, les tempêtes, la fragmentation anthropique des forêts et le risque d'incendie comme conséquence de tout cet effet en cascade. Et ça serait fait en Nouvelle-Calédonie et au Brésil. Et il y a un troisième tâche de cet axe qui porte sur le développement de stratégies d'échantillonnage pour évaluer l'impact de ces aléas multiples en forêt. Et pour ça, il y a Minna Pulkkinen de l'IGN qui sera la responsable de ces tâches. Et ce serait de créer des stratégies d'échantillonnage pour évaluer la mortalité, la perte en biomasse et le périssement pour différentes combinaisons d'aléas qui ont des requériments, des besoins différents d'analyse et de statistiques. Les résultats qu'on attend, c'est en fait ce programme de surveillance multirisque qui serait conceptualisé dans ce groupe de travail et la preuve de concept pour l'implémentation de ce programme, une synthèse de la contribution de ces effets en cascade des aléas multiples dans les tropiques, avec une carte de probabilité d'incendie en incluant tous ces aléas multiples. Et la stratégie d'échantillonnage, comme je l'ai dit, et l'évaluation de l'impact des différents aléas multiples dans le cadre de l'IFN. Et cet axe de surveillance est en lien avec forcément le DSF et puis les réseaux systématiques qu'on va voir de comment on peut capitaliser des niveaux 1 et 2 et aussi les PC3 monitor. L'axe de vulnérabilité, l'objectif c'est de caractériser la vulnérabilité des arbres au niveau individuel, mais aussi au niveau des peuplements forestiers. Et pour ça, on s'est focalisé dans un premier temps
dans l'identification des traits fonctionnels et des mécanismes de vulnérabilité des arbres aux risques multiples. On a identifié plusieurs interactions qui pourraient être objets de ce travail, et avec les risques biotiques en interaction avec la sécheresse et aussi entre eux, les ravageurs et les agents pathogènes aussi entre eux, et aussi l'identification des mécanismes par lesquels un aléa augmentera ou diminuera la vulnérabilité à ces autres aléas. Et cette tâche est libérée par Catherine Massonnet de l'UMR Silva à Nancy et par Pili Fernandez-Conradi à Avignon, pour FNM. Après, au niveau des populations, on analysera l'effet du mélange d'espèces sur la vulnérabilité de peuplement forestier aux risques multiples. Et cette tâche est libérée par Xavier Morin du CNRS. Et l'idée, c'est d'utiliser plusieurs dispositifs des réseaux qui sont déjà en place, et spécifiquement du 3DNet et Opmix au Brésil et en France, et qui analysent en plantation forestière les mélanges d'espèces, mais aussi un réseau qui c'est sur les forêts naturelles, c'est les GMAP, où l'idée c'est d'analyser ces interactions entre l'herbivorie et les risques abiotiques. Et les résultats attendus sont un article de synthèse de la vulnérabilité aux risques biotiques et abiotiques, avec une synthèse de traits de vulnérabilité qui joue sur cette interaction risque biotique-abiotique pour des conifères et des feuillus, et également un cadre conceptuel où il y aurait la définition des mécanismes associés à cette interaction, et finalement l'identification des mélanges d'espèces qui montrent une meilleure résistance aux risques multiples au niveau des peuplements. Et le dernier axe, c'est l'axe de l'impact des risques multiples sur les services écosystémiques forestiers. Et pour ça, on s'est fixé deux risques, le risque de perte de fertilité des sols et les ressources hydriques des sols comme deux enjeux qu'on pourrait être un risque de perte. Et comme réponse à deux aléas, on a considéré la sylviculture intensive comme un aléa anthropique et la sécheresse comme aléa abiotique. Et l'idée, c'est d'analyser ces interactions pour des peuplements purs et mélangés. Les responsables de ces tâches sont Nathalie Korpuleski de EFNO et Marie-Pierre Toulpeau de BEF à Nancy. Et le résultat attendu, c'est de créer cette base de données de surveillance conjointe des pertes de fertilité des sols et des ressources hydriques dans les sols et dans les feuilles, et de comparer les mélanges d'espèces par rapport au peuplement pur, et de faire une synthèse de l'impact de cette sylviculture intensive et la sécheresse sur l'enjeu de perte de fertilité des sols et des ressources hydriques. Cette tâche, c'est un lien direct avec la tâche précédente que je vous ai présentée sur les mélanges d'espèces par rapport à la vulnérabilité des peuplements, et aussi un lien avec le Working Package 5 qui sera présenté après. Et en gros, la conclusion du Working Package 2, ça peut être, on va arriver à avoir plusieurs bases de données où on a l'information de plusieurs risques, et arriver à une analyse de ces interactions, mais aussi à fournir des données pour de futures analyses, ces interactions de risques multiples. Et je ne sais pas si les responsables de ce tâche qui sont là veulent compléter, mais en gros, ça serait... Merci beaucoup, Mireia. On pourra compléter avec la séance de questions qui va suivre ensuite.
Ouais, Je merci. passe maintenant la parole à Johannes Guillemot du CIRAD pour la présentation du WP3 modélisation. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? J'imagine. Parfait. Personne ne se plaint. Ok, merci. Alors voilà, donc Work Package 3, modélisation du multirisque à différentes échelles spatiales et temporelles. C'est également un Work Package qui avait reçu un certain nombre d'expressions d'intérêt. On en avait reçu 34. Et donc, on a également été beaucoup dans un raisonnement de structuration, c'est-à-dire de sélection de certaines EI, dans le but vraiment de structurer la communauté et de construire une histoire un petit peu cohérente. Donc, cette histoire cohérente a été construite autour de la grande question qui est comment modéliser des risques multiples, alors même que la plupart des modèles existants forestiers sont des modèles à risque unique. Et le parti pris qui a été fait, qui a été décidé, c'est de centrer l'effort de développement du Work Package autour des modèles qui représentent le fonctionnement forestier. D'ailleurs, le fonctionnement, donc la croissance, ou des éléments de la démographie forestière. Et le deuxième parti pris qui a été décidé, c'est de centrer l'effort de développement autour de deux plateformes, si on peut les appeler comme ça. La plateforme CAPSIS, qui regroupe déjà un grand nombre de modèles forestiers de la communauté utilisés par la communauté française de modélisateurs, et la plateforme Orchidée. Le Work Package inclut également une tâche de comparaison de modèles et de quantification de l'incertitude, comme j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, merci. Donc la première tâche est centrée autour des modèles démogénétiques, c'est-à-dire centrée sur l'évaluation des conséquences écoévolutives des risques multiples sur les forêts. C'est François Lefebvre à l'URFM qui en sera le coordinateur. L'objectif est d'évaluer les stratégies sylvicoles qui peuvent favoriser l'adaptation multirisque à court terme, tout en préservant la capacité d'évolution à long terme pour les changements futurs. Donc l'idée concrètement, c'est d'améliorer le modèle Luberon 2, qui est déjà présent sur la plateforme CAPSIS, et de lui intégrer de nouveaux régimes de perturbation, en particulier biotiques, de manière à pouvoir simuler le multirisque, en tout cas les risques sécheresse et biotiques, on va dire entomaux, et leurs conséquences sur la dynamique forestière et la trajectoire évolutive. Donc les résultats attendus, c'est bien sûr un nouveau modèle démogénétique multirisque combinant stress biotique et abiotique sur la plateforme CAPSIS. Et ce modèle sera utilisé pour simuler et explorer les solutions de gestion qui permettent l'adaptation à court terme au multirisque et de maintenir le potentiel d'adaptation à long terme de la forêt française. Ces résultats alimenteront le Work Package 5, évidemment. Et comme vous allez voir, comme dans d'autres tâches, on anticipe également un lien assez fort avec le PC1 RégiAdapt sur tous les aspects autour de la modélisation de la régénération forestière dans un contexte multirisque. Alors, la tâche 2, c'est l'objectif est de simuler les conséquences du multirisque et leurs interactions avec la gestion sur la démographie forestière. Donc, cette tâche 2 est centrée autour d'un nouveau modèle de dynamique forestière sur la plateforme CAPSIS qui intégrerait le multirisque. C'est Xavier Morin du CNRSF qui en prendra la coordination. Alors là, le multirisque est vu de manière assez ample, hein, puisqu'on pense aux risques sécheresse, incendie, tempête, agents pathogènes ondulés et risques gravitaires. Donc, ceci se fera via trois sous-tâches assez définies. Donc, la première sous-tâche regroupe en fait le développement le développement de ce modèle multirisque dans CAPSIS. Et il sera en particulier concentré sur le fait d'intégrer un module feu dans ce modèle multirisque qui sera fait à l'URFM via l'intégration du module Firelight. Cette première sous-tâche aura également pour but de coordonner les efforts des différentes équipes spécialisées sur les différents risques, en particulier donc le risque gravitaire avec l'équipe LSM, Sylvain Dupierre, les risques ondulés avec Anders Mahler, Philippe Ballandier autour de la librairie Régéchat, et les risques liés aux tempêtes, donc plutôt à l'IEFC autour de Barry Gardiner. Alors ensuite, il a été identifié que ce modèle multirisque va nécessiter le développement d'un module de risque biotique
dans CAPSIS, ce qui fait l'objet d'une sous-tâche dédiée autour de Benoît Marcet. Et enfin, puisque l'objet, là j'ai beaucoup parlé d'écosystèmes forestiers jusqu'à maintenant, mais l'objet d'étude de PEPR, c'est bien les socio-écosystèmes. Donc la dernière sous-tâche se propose de coupler ce nouveau modèle de dynamique forestière multirisque sur CAPSIS avec le modèle du secteur forestier français, donc FFSM, afin d'évaluer comment le secteur aval, en fait, donc produits et services forestiers d'une part et la gestion forestière d'autre part, pourrait répondre aux conséquences du multirisque. Et ça, c'est Antonello Lobianco d'AgroParisTech qui en prendra la coordination. Donc, dans les résultats, un nouveau modèle de dynamique forestière XRIX dans CAPSIS et des simulations qui exploreront les solutions de gestion pour l'adaptation de la forêt du secteur forestier français aux changements globaux, qui alimenteront bien sûr le Work Package 5 avec de forts liens avec le PC. Voilà, merci. Et là, alors, la troisième tâche, c'est la tâche qui aborde des échelles un petit peu supérieures, c'est-à-dire continentale à globale, avec le modèle Orchidée, qui est la composante terrestre du système Terre de l'IPSL. Et ce sont donc des modèles qui sont à même de représenter les boucles de rétroaction entre le fonctionnement forestier et le climat. Et l'idée, c'est d'utiliser ce PC comme un catalyseur pour arriver à une version d'Orchidée multirisque qui intègre en particulier un nouveau module de feu et qui permet ainsi de représenter, en combinant l'effort de développement qui sera fait dans le PC et les efforts, les modules de risque déjà existants, d'obtenir une version multirisque d'Orchidée qui combinera incendie, sécheresse, attaque biotique et tempête. Et cette orchidée multirisque sera utilisée pour simuler et projeter l'effet du multirisque sur les forêts à l'échelle européenne, en interaction avec la gestion, de manière à alimenter une nouvelle fois le Work Package 5. C'est une première étape essentielle pour déterminer les potentielles rétroactions à grande échelle sur le système climatique, à travers notamment la mortalité forestière. Voilà, merci. Et la dernière tâche, qui n'est pas une tâche de développement, mais une tâche de comparaison et d'analyse de sensibilité des modèles qui représentent les réponses de la dynamique forestière au multirisque, qui sera coordonnée par Maxime Cailleret, se propose donc de quantifier l'incertitude actuelle associée aux prévisions du déclin de la mortalité des arbres, et ce faisant de mieux comprendre où et pourquoi certains modèles diffèrent dans leur prédiction des conséquences des risques uniques et multiples sur les forêts. Donc cette tâche vise vraiment à embarquer de la manière la plus large possible les équipes de modélisateurs français et pas que français d'ailleurs, et européens, de manière à pouvoir fédérer un petit peu cet effort de modélisation et mieux comprendre pourquoi différentes approches et différentes inclusions de risques aboutissent à des prédictions et à des projections différentes pour le futur des forêts. Donc, évidemment, cette tâche embarquera, on l'espère, les modèles nouvellement développés dans le cadre de ce Work Package, mais également tous les modèles candidats dont les équipes sont intéressées seront accueillis avec bonheur. Donc, les résultats attendus sont la quantification de l'effet de la modélisation multirisque et de l'approche de modélisation, de modèles très empiriques à des modèles très représentant finement les processus physiologiques de fonctionnement forestier sur les prédictions et les projections dans un environnement en évolution. Donc, une meilleure quantification et compréhension de l'incertitude. Alors, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, cette tâche se fera certainement en lien étroit avec le Work Package 1, puisqu'on bénéficiera certainement de l'apport méthodologique du Work Package 1, mais également, en fait, le Work Package 1 a une tâche dédiée à la quantification des risques et des incertitudes, et donc, voilà, ces deux tâches se feront certainement avec un lien assez fort. Et également, on anticipe des liens assez étroits avec le projet de drôte forcé du PEPR Fer Carbone, qui a inclus également une comparaison de modèles plutôt axée sur les projections de puits de carbone, évidemment. Mais disons que voilà, l'idée serait d'interagir également de manière assez étroite avec le PEPR Fer Carbone à travers cette tâche. Voilà. Et dernier point important, on espère également inclure des modèles qui sont peut-être pas tellement utilisés par la communauté scientifique en tant que telle, mais beaucoup plus par les gestionnaires, type BioClimSol, Climessence. On espère vraiment embarquer tous les modèles actuellement utilisés, que ce soit par les chercheurs, par les gestionnaires, autour du multirisque en forêt, quoi. Merci beaucoup, Johannes. Merci. Je passe maintenant la parole à Philippe Defic, d'ETIS à Bordeaux, pour la présentation du WP4 sur la perception des multirisques.
Oui, bonjour. Donc, je suis sociologue à Bordeaux. Alors, dans ce VP4, on avait reçu à peu près une quinzaine d'expressions d'intérêt qui mettaient au cœur dont 5 ou 6, donc on était sur un nombre un peu plus limité, 5 ou 6 expressions d'intérêt qui mettaient au cœur de leur problématique la question de la perception des risques multiples par les acteurs du secteur forêt-bois. Donc la proposition a été construite essentiellement autour de ces 5 ou 6 acteurs, 5 ou 6 expressions d'intérêt, et elle a été structurée en 4 parties. On peut passer éventuellement sur la première partie, la prochaine diapo. Alors la première tâche de ce VP, c'est de voir comment différentes catégories d'acteurs, ça peut être propriétaires forestiers, gestionnaires, acteurs de la première transformation, éventuellement habitants usagers, voient le risque, et notamment le risque multiple, et qu'est-ce qu'ils intègrent comme élément dans cette construction des risques multiples, quel type de risque. C'est un peu le pendant, mais côté connaissance de sens commun, on va dire, du VP1, où cette fois-là, ce ne sont pas les scientifiques, mais les acteurs qui définissent, eux, ce qu'ils entendent par risque multiple. Donc, on sera sur une approche essentiellement qualitative, qui se fera à l'échelle de 2 terrains, et dans lequel le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils intègrent comme risque multiple, quelle catégorie, quel risque biotique, abiotique, et éventuellement des risques socio-économiques ou sociopolitiques également, quelles séquences et interactions de risques ils créent, comment ils les combinent, ces différents risques, donc comment ils les identifient, et est-ce que la façon de combiner ces risques diffère suivant les groupes sociaux que l'on va interroger. Donc cette phase-là va se faire dans un premier temps sur des enquêtes qualitatives au niveau de 1 ou 2 régions, a priori plutôt 2 régions. À chaque fois, là aussi, dans le choix des enquêtes, des expressions d'intérêt, on a choisi des terrains où il y avait potentiellement des living labs qui pouvaient se mettre en place. Donc les 2 zones d'études qui, pour ce VP1, pour cette tâche 1, se détachent, c'est plutôt sud-ouest, grand sud-ouest et nord-est. Diapo suivante. Une fois que ces chaînes de risques et combinaisons de risques seront identifiées à dire d'acteurs, là on attaque le gros de cette tâche 4, qui est de quantifier ces risques multiples, et donc de faire une grande série d'enquêtes au niveau national et sur 3 études de cas régionales. Donc ce sera sud-ouest, est de la France et également pays tropical, en l'occurrence le Brésil, dans lequel on va demander cette fois-ci à ces acteurs de hiérarchiser ces chaînes de risque, de les spatialiser également, et donc là c'est l'approche notamment que nous propose Nicolas Maestri-Pieri de Purpan. Quelles pratiques, solutions, règles empiriques pour anticiper, combattre ou se remettre de ces risques multiples ils envisagent. Donc là, on commence à faire le lien avec ce qui va être la tâche 5. On se propose au sein de cette tâche de faire donc une enquête nationale quantitative, donc un peu cette perception des risques multiples à l'échelle nationale, et ensuite de faire des enquêtes plus détaillées avec autour de ce corps de questions que l'on aura fait au niveau national, des questions un peu plus précises, notamment sur les différentes solutions mises en œuvre, plus adaptées ensuite au cas d'étude. L'objectif, c'était de faire un baromètre national de la perception des risques multiples. L'idée était d'en faire un au début du PEPR et éventuellement une deuxième phase 5 ans plus tard, une deuxième phase d'enquête nationale. Avec la réduction du temps du PEPR à 6 ans, on va voir. On fera déjà une première série d'enquêtes nationales. La deuxième, on verra si on sera capable de faire ou pas. Ça dépendra un peu de l'avancée des travaux. Le troisième, une fois que cette grande série d'enquêtes qui embarque pratiquement toutes les EI, cette fois-là, retenues, sera faite, on va aussi revenir sur une approche un peu plus qualitative cette fois-là, qui est de voir qu'est-ce que les risques multiples font aux acteurs, et notamment en matière de vulnérabilité, et est-ce qu'on est capable ou pas d'identifier des trajectoires et des conditions, des facteurs de transmission des vulnérabilités des acteurs forestiers lorsqu'ils subissent ces risques multiples. Et dans un deuxième temps, là aussi un petit peu en lien avec le VP suivant sur les solutions,
puisque nous, on fait plutôt de l'ordre du diagnostic. Est-ce qu'il y a aussi des inégales capacités? Est-ce que tous les acteurs ont les mêmes moyens de se remettre de ces risques multiples? Puisqu'on sait que lorsque l'on a une série de risques qui s'enchaînent les uns derrière les autres, en cascade sur des périodes assez courtes ou qui deviennent quasi chroniques, ça peut fragiliser certains acteurs de la filière. Et donc l'objectif, c'est de voir au sein de ce VP3, de voir est-ce qu'il y a des seuils de basculement qui fait que certains acteurs pourraient très bien dire, bah, moi, écoutez, l'activité forestière, je décide de mettre le frein. Si je n'ai pas un certain nombre de conditions, et notamment de soutien éventuellement de politiques publiques ou de dispositifs techniques pour m'accompagner, ben, je peux être amené effectivement à revoir mon investissement en forêt. Donc c'est toute cette question des vulnérabilités que l'on souhaite, explorer dans ce VP3. Et ça, ce sera fait de nouveau de manière qualitative et sur 1 ou 2 études de cas. Donc pareil, Nouvelle-Aquitaine, Languedoc, de manière sûre et peut-être Grand Est, là aussi, si le budget notamment le permet. La 4e et dernière tâche de ce VP4, ce sont les aspects de communication. Est-ce que la communication sur les risques multiples diffère ou pas de celle sur les risques de façon générale? Donc là, c'est une collègue de l'Université de Marseille qui prendra le lead sur cette tâche-là. Il s'agira de voir comment les technologies de l'information et de la communication peuvent contribuer à une plus grande sensibilisation de ces acteurs forestiers aux risques multiples. Et est-ce qu'il faut mettre en place des modèles spécifiques de communication qui soient à la fois suffisamment percutants pour alerter les gens et en même temps pas trop non plus pour pas des campagnes de communication non plus trop alarmistes pour pas non plus complètement les décourager. Donc cet aspect de risque communication est relativement important puisque c'est un aspect qui, pour l'instant, sur le côté risque multiple, n'a été très très peu abordé en forêt, et je pense même aussi sur d'autres champs, d'autres domaines de risque et de multirisque. Voilà pour la partie perception, que l'on va faire, vous l'avez vu peut-être sur les diapos, que l'on va faire pas mal en lien aussi avec le VP5, puisque dans notre partie, sujet, comme je disais, plutôt de faire le diagnostic, de voir avec les acteurs quelles sont les solutions envisagées. Et dans le VP5, c'est plus justement quels sont les outils en place qui pourraient éventuellement aider à une prise en charge de ces risques. Et je passe donc la parole au VP5. Merci beaucoup Philippe. Donc le WP5 sur les stratégies de gouvernance et de gestion est animé par Christine Bouisset de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, unité de recherche TRI, qui malheureusement n'a pas pu être présente cet après-midi, donc je vais présenter le WP5. Donc c'est disons, le WP final de ce projet ciblé qui vise à intégrer l'ensemble des résultats des 4 Work Package précédents pour aller vers des solutions qui soient réellement construites sur la science, mais aussi partagées avec les parties prenantes pour renouveler à la fois des solutions techniques, mais aussi les modalités de gouvernance dans une perspective très intégratrice multirisque. Donc, 3 tâches pour ce WP5 que je vais détailler maintenant. La première tâche est dédiée à l'analyse d'outils et des politiques de gestion des risques, coordonnée par Christine Bouisset et Marielle Brunette, qui vise à mener une analyse critique des politiques et des outils existants. Donc, on va faire un bilan de l'état de l'art et de l'état des pratiques et de leur mise en œuvre à la fois dans les règlements et les aspects législatifs pour les aspects de gestion des risques multiples, pour essayer de voir les points un peu faibles et qui nécessiteraient d'être consolidés. Donc ça, c'est tout à fait l'objectif de la sous-tâche 1 sur les politiques publiques. Il va y avoir une revue complète de l'existant, souvent très sectorielle, très mono-ministérielle, mono-sectorielle. Et on va essayer de voir ce qu'il existe en lien, en interface entre ces aspects un peu en silo et d'essayer d'aller de plus en plus vers une gouvernance qui soit systémique.
Et puis une tâche particulière qui sera menée par Marielle et ses collègues sur l'assurance forestière, qui pour le moment présente à la fois une demande et une offre relativement faible dans le domaine forestier, et en particulier sur les aspects multirisques, et qui visera à être analysée puis ensuite confortée pour apporter ce levier essentiel en termes de couverture des risques pour le monde forestier. Voilà, donc cette première tâche a comme résultat attendu l'identification et l'analyse des stratégies des acteurs publics et privés face aux multirisques pour conduire à des recommandations d'amélioration du système. Il y aura certainement non seulement le monde forestier d'impliquer dans cette tâche, des projets déjà existants au niveau européen, mais aussi des acteurs très particuliers comme les compagnies d'assurance qui sont déjà embarqués dans des projets de recherche et qui continueront à l'être dans ce projet ciblé. Les deux dernières tâches, la 5.2 et la 5.3, sont relativement liées. Je vais les traiter dans la foulée. La tâche 5.2 vise à passer d'une approche monorisque à une approche multirisque. Alors, comment ça se fait? On va examiner toutes les solutions monorisques qui sont proposées dans le système de gestion des risques forestiers pour essayer de voir quels sont les arbitrages et les compromis possibles qu'il faut avoir de façon à avoir cette vision intégrée qu'a nécessairement le gestionnaire forestier, qui ne peut pas se permettre de traiter les choses en silo avec des solutions à un risque qui aurait des effets néfastes sur un autre risque, que ce soit dans la composante spatiale du déploiement de ces solutions, tout comme dans la composante temporelle, avec des fois des successions malheureuses dans le temps de solutions qui n'ont pas prévu les étapes suivantes de la gestion forestière. Donc ça, c'est un premier point qui va se développer à la fois au niveau local, hein, de la forêt, de la parcelle, du plan de gestion au niveau du massif, voire au niveau territorial, mais donc sur toutes ces échelles spatiales. Ensuite, on va regarder la forêt, bien sûr, c'est le cœur de notre sujet, mais on a l'obligation aussi de prendre en compte les impacts des risques, des crises qui se développent en forêt sur des secteurs connexes et qui sont voisins de la forêt, voire qui traversent ou qui sont aussi dans le domaine forestier et qui peuvent avoir des impacts importants dont il faudra prendre en compte, mais cette fois-ci sur des gouvernances qui sont non forestières. Et donc là, on va faire de l'intersectoriel. Voilà, donc on va déboucher sur un portefeuille de stratégies innovantes en gestion forestière et dans l'aménagement du territoire. Et on a besoin d'approfondir, et je passe à la tâche suivante, d'approfondir cette vision de façon à ce que ces solutions techniques deviennent opérationnelles et soient acceptées par l'ensemble des parties prenantes. Donc cette tâche 5.3 qui se recentre sur la forêt, mais qui nécessite d'approfondir cette vision de ce panel de solutions, de l'approfondir avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble des acteurs. Et donc, on est ici sur la construction de méthodes et d'outils pour aller vers cette gouvernance partagée, vers cette co-construction, vers cette recherche de consensus qui permettent de rendre ces solutions réellement des réussites et non pas des blocages lors de leur application. Donc, une première sous-tâche qui permet de mettre en avant le cadre, et ensuite l'application de manière générique, mais aussi l'application sur des territoires quand on prend en compte des contextes territoriaux particuliers, donc de façon à être réellement concret et efficace dans la mise en œuvre de cette solution de planification forestière. Et pour terminer ce schéma, qui synthétise un petit peu l'ensemble de l'offre de ce WP sur les solutions. On est sur un portfolio de solutions que l'on applique sur le domaine forestier, que ce soit au niveau des placettes ou au niveau des différents massifs qui constituent un territoire où il peut y avoir plusieurs massifs interconnectés et séparés par d'autres usages du sol. Donc on considère effectivement les multirisques pour leurs effets et leur analyse et leur planification prise en compte dans la planification forestière, mais aussi ensuite avec les conséquences que cela peut avoir sur le secteur forêt-bois, mais en prenant aussi en compte les effets connexes de ces autres usages que sont la forêt. Il peut y avoir par exemple des réseaux qui traversent la forêt, des réseaux de communication, des réseaux
d'énergie qui peuvent être impactés par des risques en forêt, des crises forestières, et avoir des conséquences sur d'autres secteurs. Donc, on va aussi regarder en termes de gouvernance les conséquences pour l'appui aux politiques publiques sur des systèmes comme les plans locaux d'urbanisme pour les aspects urbains, mais aussi les plans de prévention des risques et les plans de sauvegarde et de sécurité de ces différents secteurs. Donc, ça va être des solutions techniques au niveau local, avec des séquences techniques qu'on connaît, la diversité génétique, les mélanges d'espèces. Au niveau des territoires, on est plus sur des aspects de fragmentation et de répartition des différents usages du sol. Là encore, des mélanges d'espèces ou des couvertures territoriales en termes d'assurance. Et puis pour ce qui concerne le niveau régional plus large, on est sur les gouvernances, les organisations et puis tous les aspects post-crise, que ce soit pour la reconstitution de la forêt, que ce soit pour éviter la crise suivante ou pour atténuer les effets sur le secteur aval en termes de capacité de récupérer les bois endommagés pour les valoriser avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, c'est une vision un petit peu globale de l'ensemble des solutions qui seront proposées par ce WP5. On en termine là pour les aspects de présentation de la séquence de travail. Il me reste à vous montrer ce récapitulatif, non pas de l'ensemble des terrains sur lesquels nous travaillerons, mais plutôt du type de support sur lequel nous nous appuierons. Il y aura des réseaux d'expérimentation qui existent déjà et sur lesquels on s'appuiera pour mener un certain nombre de suivis, d'observations et d'expérimentations. Il y aura, comme l'a dit Mireia, des réseaux de suivi de long terme sur lesquels on essaiera d'ajouter de nouvelles observations et de nouvelles prises de mesures dans le sens de la caractérisation des risques et des multirisques. Il y aura des réseaux expérimentaux qui sont très instrumentés ou modérément instrumentés, mais en tout cas dans lesquels on pourra ajouter de l'instrumentation propre à l'observation des multirisques. On a parlé aussi de plateformes in silico qui permettront de faire un certain nombre de simulations. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs qu'il y aura un dialogue avec un cercle d'amélioration permanent entre ce que produiront ces plateformes et l'utilisation qui en sera faite pour la gouvernance et les solutions, avec un examen des premiers résultats qui repartiront sur de nouvelles simulations, de nouveaux scénarios de simulation pour une amélioration continue sur les 6 ans du projet. Il y aura évidemment des Living Labs en interaction avec le PC4 Forest Hub qui a une tâche spécifique sur les Living Labs. On en signale 2 ici, celui du Grand Est et celui des Landes de Gascogne, sont aussi dans les tuyaux le Living Lab de Chantilly, un Living Lab en montagne, un Living Lab en région méditerranéenne. Voilà, donc pour brosser un panel assez large des types de supports sur lesquels le projet ciblé s'appuiera. Et pour terminer, et ce sera la dernière diapo, quelles sont les prochaines étapes? Donc, le document de cadrage général du PEPR Forest a été déposé au MESRI le 4 décembre dernier, vous voyez que c'est tout récent, avec ses annexes scientifiques pour les 5 projets ciblés, dont le projet X-Risque. Et le lancement se fera pour le projet ciblé X-Risque vraisemblablement pas avant le mois d'avril 2024, voire plus tard. Ça dépendra du temps de contractualisation avec l'ANR. Et en attendant, ce qui va être fait, ça va être une contractualisation particulière avec l'ensemble des unités de recherche parties prenantes sous forme de lettres d'engagement qui vont détailler les calendriers, les livrables, les jalons, les budgets, le détail du travail à accomplir, unité de recherche par unité de recherche. Et ça va nous occuper les quelques mois qui viennent. Voilà. Il nous reste à vous remercier pour votre attention, puis d'ouvrir la deuxième partie de ce webinaire avec vos questions. Donc, j'ouvre maintenant la possibilité de répondre des questions à l'oral, sachant qu'il y en a déjà qui ont été posées sur le chat. Vous pouvez continuer à les poser sur le chat. Je vois que celles qui sont sur le chat ont déjà été répondues. Donc, à vous la parole.
pense qu'on a été super clair. Alors, on a une première question de Myriam. Ouais. Myriam, On on t'entend pas, entend. Myriam. Ouais. Ça peut être évidemment des questions, mais aussi des précisions des différents responsables de tâches et sous-tâches hein, qui peuvent compléter notre propos. Alors Myriam, on t'entend pas. Il y a peut-être un problème de micro de ton côté. Apparemment, il est ouvert. Non, toujours pas, même avec le casque. Peut-être au travers du chat. Sinon, on peut prendre une autre question en attendant, peut-être, et puis Myriam essaye de résoudre son problème technique. Alors, Denis Allard. Oui, bonjour. Voilà, je me vois pas, je sais pas ce qui se... Enfin, je sais pas si... On te voit, on On t'entend, te voit. Denis. Parfait. Ok, très bien. En fait, ça concernait le Work Package, enfin, lié à la surveillance. C'était le 2, je crois. Le 2. Et dedans, il y avait donc élaboré des stratégies de surveillance. Il y avait un lien avec le DSF euh, qui était mentionné. Je voulais simplement mentionner que dans mon unité, donc BioSP à Avignon, nous avons une plateforme d'épidémiosurveillance végétale avec une équipe opérationnelle qui travaille pour cette plateforme d'épidémiosurveillance végétale et qui effectue des travaux, d'une part de veille simplement, mais qu'on a également quelques travaux de recherche en lien avec, des questions similaires, sauf qu'elles ne se posent pas dans le cas de la forêt. Mais néanmoins, je pense qu'il doit y avoir possibilité de faire du transfert de méthodes ou de connaissances. Il y a par exemple en ce moment une thèse qui est lancée sur des stratégies optimales de surveillance de Xylella fastidiosa, donc sur les oliviers. Alors, on va pas parler de forêt pour les oliviers, mais ça reste quand même des arbres. Voilà. Et puis, il doit y avoir d'autres travaux également. Donc, je voulais mentionner ça parce qu'à mon avis, il y a des liens intéressants à faire. Merci, Denis, pour ça. En fait, j'avais contacté Lucie, Lucie Michel. oui, Lucie Michel, Ouais. pour qu'elle ou quelqu'un de son équipe s'intègre dans la tâche, la première sous-tâche, Ouais. qui est pour les groupes de discussion sur la surveillance multirisque, parce on connaît les travaux de la plateforme. Ok, bah, d'accord. Après, oui, je pense, par rapport à la troisième sous-tâche qui va être menée par Mina de l'hygiène, et ça serait plutôt l'impact, c'est un travail de statistiques, de voir quelle méthode, quelle stratégie d'échantillonnage pour l'impact des différentes combinaisons d'aléas vont Ouais. être les plus appropriées pour ça. Voilà. Ça serait Il y a- dans le cadre de l'hygiène. Je pense que Mina, elle est là, je sais pas si elle peut commenter quelque D'accord. chose, mais oui. Mais oui, on a pris en compte Ok, la très bien. plateforme de Super. surveillance, oui, parce que je pense Alors, que il y a c'est la important plateforme. plus. Ouais, il y a la plateforme proprement dite qui a pas toujours énormément de marge de manœuvre parce que c'est très opérationnel et il y a un pilotage du Ouais, ministère qui est assez serré. Mais il y a quand même aussi des chercheurs qui sont en lien, notamment Samuel Soubeyran. Et la thèse oui, dont on je sait comment. parlais était encadrée par Samuel Soubeyran. Donc voilà. Ouais. Ok, très bien. Bah, si vous êtes Merci. déjà au Ouais. courant, tout va bien, quoi. Merci.
Oui, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour, donc moi je suis Carole Kerdelue, je suis chercheuse au CBGP, plutôt en entomologie. Alors, je suis désolée parce que j'ai l'impression que je prends le train un peu tardivement et vous avez beaucoup roulé, mais du coup je voudrais revenir un peu sur l'intégration des risques biotiques qui apparaissent quand même de ci, de là dans différents work packages. Sachant que le risque biotique, il est aussi lié à la fois à la variation attendue de l'environnement, notamment les risques scolites liés à la sécheresse ou des choses comme ça. Mais ce à quoi on s'intéresse pas mal là, avec les collègues de l'URZF, je vois que Christelle était là, mais elle vient de partir, donc je vais essayer de les représenter aussi, c'est le risque d'invasion. Parce qu'en fait, un des problèmes qu'on a, c'est que les risques biotiques de demain, on ne les connaît pas forcément. Donc nous, on essaye de travailler là-dessus avec différents aspects, c'est-à-dire à la fois des plantations sentinelles, du piégeage, on essaye de développer des bases de barcoding, il y a de la modélisation de niches pour essayer de comprendre quelles espèces seront favorisées en cas de changement climatique, des choses comme ça. Et du coup, prendre en compte les risques en forêt, tu vois, par exemple, s'il y a demain le nématode du pin qui arrive ou la grille du frêne, ils sont tous à nos portes, ça va finir par arriver. Il y en a d'autres qu'on surveille du coin de l'œil et on se dit que ça va finir par arriver aussi. Du coup, c'est vraiment des risques avec des grosses incertitudes, quoi, parce que les risques d'invasion de bestioles qui ne sont pas encore là, j'imagine que c'est presque encore pire pour les champignons. Je vois que Cécile est là, donc il y a aussi des collègues qui travaillent sur les champignons pathogènes. À quel point est-ce qu'il y aura moyen, à court terme ou via les projets, parce que je crois que dans un deuxième temps, il y aura aussi des projets qu'on pourra soumettre à l'ANR dans ce cadre-là. Alors nous, ça pourrait être en lien aussi peut-être avec le PC monitoring, parce qu'il y a aussi des piégeages un peu systématiques qui s'apparentent peut-être presque plus au monitoring qu'à la gestion du risque, mais voilà, intégrer de manière peut-être un peu plus complexe que ce que vous avez laissé entendre pour l'instant, le risque biotique. Je peux répondre pour la partie surveillance, parce que là, forcément, on a discuté du risque d'invasion des ravageurs et des pathogènes. Et ça, c'est intégré encore une fois, dans la première sous-tâche de la tâche surveillance et du Working Package Surveillance. Et du coup, j'ai contacté Marianne de votre unité, et normalement, elle a fait suivre le mail pour que quelqu'un de votre unité soit intégré dans les groupes de discussion. Mais on a pas mal évoqué la partie piégeage, soit sport, soit insectes, soit de façon conjointe, parce qu'il y a aussi des proof de concept pour faire tous les deux piégeages ensemble. Mais on voyait qu'on n'avait pas le temps de mourir un projet tel, mais du coup, on s'est dit, on va dédier un groupe, on va dédier les premières 2 ans à discuter avec un groupe fédérateur avec expertise de tout ce type de risques, pas seulement biotique, aussi abiotique, sécheresse, fertilité seule, pour dessiner, pour faire un programme, de conceptualiser un programme de surveillance multirisque. Mais l'un des aspects, c'est forcément, oui, les risques d'invasion. D'accord. Voilà. C'est qu'à ce mail-là, vous avez reçu une réponse de Jean-Pierre ce matin, sachant qu'on travaille ensemble. CBGP est très en lien avec oui, non, mais on espère qu'on peut tous contribuer. Établir des discussions bien. Oui, parce qu'il y a plein de choses à inventer même autour de ça. Très bien, merci. Merci. D'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ou remarques. Oui, Bruno. Ouais, bonjour, merci beaucoup pour cet exposé qui était super clair et très enthousiasmant. Moi, je me posais une question par rapport à la définition du risque. Donc, en fait, le risque, c'est essentiellement vu, d'après ce que j'ai compris là de l'exposé, comme ce qui se passe contre des actions humaines, finalement. Enfin, c'est vu par rapport aux sociétés humaines. Et je me demandais si
Alors peut-être ça sera fait au travers des services écosystémiques, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le risque ce soit vu aussi comme quelque chose qui affecte les non-humains? Et est-ce qu'il y aurait des métriques particulières à mettre en place pour prendre ça en compte? Enfin, est-ce que ça a un sens dans ce projet ciblé ou pas? Voilà, c'était un peu ma question. Vous y avez peut-être déjà réfléchi et peut-être dit que c'était pas l'objet. Enfin voilà, je me posais la question. Alors, on est effectivement en réflexion permanente autour des risques et des multirisques. Ça occupe beaucoup nos cerveaux en ce moment, dans différentes instances. Clairement, ce projet ciblé a pour enjeu les arbres. Donc, le côté non humain, c'est la forêt, ce sont les arbres. Donc, la mortalité des arbres, le dépérissement forestier, l'avenir de la forêt, la résilience de la forêt, c'est la cible vers laquelle s'oriente le système de risque qu'on met en place, qu'on essaye d'évaluer, qu'on essaye de gérer. Il est vrai qu'il y a aussi une composante économique qui ont été évoquées à la fois par la modélisation Johannes et aussi par la perception. Philippe Defix a notamment souhaité évaluer la vulnérabilité des différents composantes du monde forestier. Là, on parle effectivement de secteur économique, de partenaires, de résidents en forêt, de gens qui sont impactés lorsque une infrastructure énergétique ou de circulation est touchée par un risque en forêt. Donc évidemment qu'il peut y avoir des victimes humaines, et ce sera aussi un enjeu que de prendre en compte ces aspects-là. Mais avant tout, la composante forestière écosystémique est une des évaluations majeures des multirisques que l'on souhaite prendre en compte. Ta question était peut-être relative aux aspects autres que forestiers, par exemple, les aspects de biodiversité ou... Ouais. Ouais. Ouais, c'était plutôt ça. C'était en fait dans les évaluations, la plupart du temps, on va regarder, je sais pas quoi, de la mortalité d'arbres ou de la perte de volume ou des choses comme ça en forêt, hein. Mais par contre, est-ce qu'il y a des work packages ou des tâches qui seraient dédiées à l'évaluation sur la biodiversité en général qu'on trouve en forêt? Pas simplement l'arbre, mais considérant que la forêt est un milieu de vie pour une large biodiversité. Et j'ai pas eu l'impression que c'était forcément le cas dans cette étape du montage du projet ciblé, en fait. Mais je me trompe peut-être. Non, c'est vrai qu'on a eu peu d'expression d'intérêt sur les services écosystémiques, y compris les services écosystémiques que tu évoques, hein, de biodiversité. Il y en aurait d'autres éventuellement. Et donc, on a intégré ceux qui se sont présentés en termes d'expression d'intérêt avec ce qu'a présenté Mireia, mais ça pourrait être complété si des compétences sont proposées pour ça. Oui, juste pour compléter, oui, on a intégré les risques de perte de fertilité du sol comme en soi, comme une pièce importante des effets, peut-être des risques en cascade, mais comme un enjeu, le risque de fertilité, perte de fertilité et aussi le risque de perte des ressources hydriques dans les nappes phréatiques. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'expression d'intérêt avec d'autres services écosystémiques. Si je peux vous m'entendez? Ouais. Je peux compléter, c'est aussi un des points forts de cette co-construction, c'est qu'on voit qu'en fait, c'est ce qu'on a intégré, c'est des choses qui ont émergé au sein de la communauté. Et en fait, il apparaît qu'effectivement, cette dimension biodiversité, on en a déjà parlé un peu en se disant que finalement, on avait assez peu de choses là-dessus. Et comment dire, une des réflexions qu'on a aussi dans cette co-construction, c'est d'identifier finalement des
des endroits où on pensait qu'il y aurait des choses à faire et qu'on n'a pas fait et qui ne sont pas intégrés dans ce projet ciblé. Et ça donnera aussi appel ensuite à des thématiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans les appels à projets. Donc voilà, tout ça, c'est en réflexion. On s'est bien rendu compte que voilà, la biodiversité n'était pas vraiment présente. On a identifié d'autres gaps également. Donc tout ça, ce sera en discussion pour les appels à projets pour la suite. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ah oui, Ah, super. quelle bataille! Oui, moi je me demandais simplement si vous aviez fait une réponse aux porteurs d'expression d'intérêt dont les propositions n'avaient pas été reprises. Et puis il y a aussi quelque chose que je perçois encore pas bien, c'est dans quelle mesure c'est ce qui a été retenu est fermé, parce que forcément pour une durée longue comme ça, j'imagine que tout n'est pas complètement programmé dès le départ. Oui, alors je te répondais dans le chat qu'on souhaitait attendre d'abord ce webinaire pour présenter complètement le projet et que les partenaires, la communauté, cette vision d'ensemble, parce que souvent dans les discussions qu'on a eues pendant le montage, on avait des visions un petit peu concentrées sur certaines tâches et pas sur l'ensemble du projet. Donc voilà, le projet est maintenant sur la table dans sa complétude. Il y aura l'enregistrement du webinaire qui, pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, et puis les diapos qui sont disponibles. On va revenir vers les porteurs d'expression d'intérêt qui ne seraient pas embarqués dès la semaine prochaine pour communiquer avec eux, les encourager à répondre à l'appel d'offres 2024 du PEPR Forest. Et puis, comme on l'a dit au départ, on a un petit 10% de budget qui finalement est une grosse somme qui est dédiée à la fin D'accord. du PEPR. Structurellement, on aura du mal à embarquer des UMR qui ne seraient pas dans le tableau initial pour des raisons de contractualisation, mais des expressions d'intérêt autres qui viendraient de ceux qui sont embarqués pourraient évidemment trouver leur place en deuxième partie de projet, mais dans un nombre limité malheureusement. Et ça, c'est une mesure générale au PEPR pour tous les PC? C'est une règle qui me semble partagée avec l'ensemble des PC du PEPR et voire de l'ensemble des PEPR. En tout cas, les PC contractualisent dès le départ et par conséquent ont moins de latitude que des projets ouverts pour des changements de partenariat en cours de route. Je ne sais pas si Arnaud est toujours en ligne, mais il pourra nous le confirmer. Ouais. Ce que tu dis qui est idem, bonjour d'abord. Bonjour. Ce que tu dis qui est idem, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne puisse pas réintégrer des partenaires en cours de route ou c'est le Les volant 10%. mobile? Les 10%, oui. Alors, ce volant mobile, la réponse est la même, en fait. Eric a raison, c'est un truc qui est partagé. Alors, je ne te dirais pas que tous les PC, tous les PEPR le font, mais on a vu déjà que c'était possible, en fait, parce que ce n'était pas si évident au début. Et donc, garder ce volant-là, oui, nous, on a encouragé les PC à le faire pour pouvoir avoir effectivement une petite marge de manœuvre tout au long, d'ailleurs, chemin faisant. C'est pas nécessairement que pour boucler la fin du budget, c'est aussi potentiellement pour soutenir un truc qui arriverait et qui n'avait pas été dans les radars tout au début. Et avec cette possibilité, effectivement, de ne pas réintégrer un partenaire, mais plutôt de reventiler. Bon, voilà, c'est des montages qui sont compliqués parce qu'on est contraint, effectivement, aussi par rapport aux règles d'allocation des ressources par l'ANR. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne vois pas de main se lever, mais n'hésitez pas. Bon. Oui, je peux juste redire par rapport effectivement à l'idée de la complémentarité avec les appels à projets. Donc la deuxième phase du PEPR sera donc sur un appel à projet qui, pour le coup, là, reste un principe d'appel à projet, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons sélectionner les projets, que ce sera un appel ouvert
et que tout le monde pourra y participer, soumettre un projet en réponse au cahier des charges qui sera proposé. D'ailleurs, nous, ce que l'on va essayer dans le cahier des charges, c'est de promouvoir un petit peu, d'une part, la complémentarité avec ce qui est fait dans les PC, c'est-à-dire de prolonger, comme vous l'avez dit, hein, il y a forcément des trous, des choses complémentaires à développer, c'est certain. Il y a aussi des transversalités à faire entre les PC hein, sur des thématiques. Tout à l'heure, on évoquait la question effectivement d'une approche, je dirais, de mesure et de suivi de l'évolution de la biodiversité. C'est présent dans les 3 PC, en fait, hein, sous différentes formes. Donc, il y a des transversalités aussi à envisager. Mais l'idée, c'est qu'aussi, nous, on va encourager cette transversalité-là et on va tâcher de faire des animations autour de ces AAP en amont, mais c'est-à-dire en complément, hein, de ne pas se contenter simplement qu'ils soient ouverts. Donc, personne ne sera obligé de participer à nos animations pour candidater à l'AAP, hein, absolument pas, mais on souhaite proposer, puisqu'on en a l'opportunité, une capacité d'animation pour avoir des projets qui émergent et qui soient le plus structurés en amont. Donc, on va proposer cet accompagnement et cette animation-là pour préparer ces AAP en amont. Alors, j'ai vu la question sur le calendrier des AAP. Bon, je vous avoue qu'on vient de nous annoncer qu'on perdait 10 millions, que tout ça. Donc, on est un peu en train d'essayer de revoir comment on réfléchit tout ça. Ce que l'on souhaiterait, c'est que, je dirais, le lancement officiel, c'est-à-dire sous forme ANR, etc., ne soit pas lancé le plus tard, ce soit 1er janvier, enfin début janvier dans un an, dans 2025. Mais si on est en capacité de le faire émerger avant, on le fera sortir avant. Mais ce ne sera pas dans plus d'un an. Voilà, juste ce que je peux dire aujourd'hui, parce qu'on avait quelques certitudes il y a quelques jours. Aujourd'hui, on les a moins. Donc, on est obligé un peu de se réajuster. Donc, malheureusement, encore une fois, je suis obligé de vous dire des si, et ce n'est pas impossible que ça change. Mais voilà, on est désolé, on est bien conscient. Hein, le PEPR se construit. Certains ont peut-être l'impression qu'effectivement, les choses se passent pas forcément comme elles sont dites au début. En fait, on fait chemin faisant. Et vous voyez, nous, on est les premiers. Hein, on nous appelle le jour où on dépose notre projet ficelé. On nous dit, en fait, non, vous n'avez pas 50 millions, mais vous avez 40. Bon, voilà. Donc, on s'adapte aussi. Et ce qui peut nous amener effectivement à être obligé de réajuster. Mais voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'AAP ne sort plus tard que ce sera, dans sa date de sortie, ce sera dans un an. Voilà ce que je peux juste dire pour le moment. Et on essaiera de tout faire pour qu'il sorte plus tôt que ça. Mais ce n'est pas sûr qu'on puisse. Arnaud, on a une question dans le chat sur les évaluateurs des projets ANR, enfin de l'appel à projet. C'est l'ANR qui décide. C'est une procédure classique ANR. C'est une procédure ANR, oui. C'est l'ANR qui décide et c'est entièrement une procédure ANR qui, une fois qu'elle nous donne le résultat et qui nous le met en discussion, et on a une marge de manœuvre après nous qui est très très limitée. Donc ça reste un projet, un mode ANR classique. Et sur la sélection des sujets, par contre Alors la sélection des sujets se fera sur la base donc, du document de cadrage qu'on a consolidé là. Donc encore une fois, on l'excuse, il est nous établi depuis longtemps, mais bon, on est en procédure d'évaluation, de suivi, etc., mais qui devrait pouvoir être publiable dès la rentrée janvier, là, de manière beaucoup plus explicite que pour le moment, mais en gros, qui est très large, donc ce calendrier, cet AAP s'appuiera sur ce cahier des charges, sur ce document de cadrage, et il encouragera à la complémentarité avec les PC très, très fortement. Mais cet encouragement à la complémentarité des PC, c'est pour ça que le jury international, il s'en fiche un peu. Enfin, nous, on le mettra, c'est un critère et que c'est un enjeu, et bien sûr, il évaluera ça, mais voilà, c'est pas nous qui maîtriserons ce qu'il priorise. C'est pour ça que cette complémentarité-là, plutôt que d'attendre à ce que ce jury, on veut l'accompagner, l'encourager à travers l'animation qu'on va conduire durant toute l'année prochaine, avant le lancement des appels à projets. Et très probablement, nous ne ferons pas non plus d'appel à manifestation d'intérêt avant l'appel à projet. Certains suivent peut-être les AAP des autres PEPR, où il y a des appels à manifestation d'intérêt. Avant, en quelque sorte. Voilà, avant l'AAP. C'est des sortes d'AAP en 2 phases, plus ou moins obligatoires. Bon, c'est un peu... Nous, on sera sur un format juste un AAP. On fera pas... Et donc, en contrepartie, ce qu'on veut, c'est plutôt privilégier l'animation et l'accompagnement
Plutôt que de demander à tout le monde de lancer son projet, puis après de dire aux gens, bah, vous êtes gentils, mais en fait, il faut vous marier avec un tel, puis avec un tel, puis avec un tel, etc. Donc nous, on ne veut pas faire cette opération-là et on préfère que ça vienne en amont, les collectifs qui se structurent. Et puis après, bah, voilà, c'est un AAP classique. Et donc, effectivement, par contre, bon, ce qui change, et je dirais l'impact le plus significatif par rapport au changement du budget, c'est qu'on nous ne ferons qu'un seul AAP, pas deux. Voilà. Et d'après les dernières informations que vous avez eues ces derniers jours, la date de démarrage des PC, quand on prévoit avec Marielle avril 2024, c'est réaliste, c'est toujours tenable? Je sais pas, je peux pas te dire. La question est quand est-ce que seront éligibles? Le temps qu'il faudra à chacun des organismes, une fois que le PC sera fait, le temps qu'il faut à chacun des organismes pour compléter l'ensemble des documents nécessaires, c'est ça la variable d'ajustement. Il y a certains PC, dans d'autres PEPR, qui ont mis plus de 6 mois à remplir ces documents. Voilà. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils l'auront déjà fait une fois. Voilà. Exactement. Peut-être qu'ils seront plus réactifs. C'est pour ça que, tu vois, je suis embêté de te dire vraiment une date, parce qu'en fait, il y a des, comme tu dis, il n'y a pas d'accord de consortium qui est signé, il y a un document, lettre d'engagement. Et cette lettre d'engagement nécessite d'apporter des éléments pour chacun des organismes qui n'est pas si simple que ça apparemment à constituer. Et donc, ce qui explique qu'il y a eu des délais assez importants dans la phase, dans certains PEPR. Donc nous, ce qu'on espère, c'est gagner un peu effectivement sur cette expérience et que ça prenne moins de temps. Voilà. Après, est-ce que les coûts peuvent être éligibles avant que tout soit, ce qui est des fois le cas ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, encore une fois, et je m'en excuse platement, j'aimerais être capable de donner beaucoup plus d'éléments sûrs, assurés, mais je vous l'ai dit, on vit dans un univers aussi très incertain dans le domaine de financement de la recherche. Myriam? Sur les questions un peu administratives, la contractualisation donc, se fait à l'échelle de l'unité. Non. Non, du partenaire. Oui, d'accord. D'accord. Et tout PC confondu ou PC par PC? PC par PC. C'est un document de contractualisation PC par PC. D'accord. Donc avec le versement ne se fait pas. La convention de reversement s'établit une fois pour toutes. Et ce n'est pas entre l'ANR et les partenaires, c'est entre les partenaires et le pilote du programme. Donc ici, en l'occurrence, INRAE. Le pilote du PC, pardon. Donc dans ce PC, c'est l'INRAE. Donc la convention de reversement, dans le cadre du contrat d'engagement, la lettre d'engagement qui est établie, définit les conditions de ce versement sur la base, voilà. Et donc c'est l'INRAE ensuite qui reverse annuellement les sommes allouées à chacun des partenaires, comme établi au départ de la contractualisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main se lever. Non. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre participation, et on vous tient au courant pour les prochaines étapes. Merci et bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir.